Salut à tous, je vous propose un petit peu de divertissement en cette période un peu délicate pour tout le monde, avec l'épisode 28 de Corandon Alpecin pour ce qui est de la fin d'année 2021 dans la partie, et évidemment c'est l'épisode 28 aussi pour Alpecin Phoenix puisqu'on commencera ensuite la saison. J'aimerais bien avoir ce petit 15 sur 15 au niveau des objectifs. En fait je l'ai pas souvent, voire même jamais. Et donc voilà, c'est le petit objectif du jour. C'est pour ça que le Tour de Lombardie va être important. Et puis après, bon, vous le savez déjà parce que je vous ai déjà montré le 28B, mais il va y avoir un peu de planification, mais surtout après un début d'année, voilà, comme le montre la miniature. Et puis avec évidemment l'œil déjà tourné sur la saison qui suit. Parce que dès qu'on aborde comme ça la fin d'année, enfin pour moi c'est toujours comme ça, mais même dès que je suis au recrutement au mois d'août, je pense déjà à la saison qui suit. Bon bref, on a quelqu'un d'un petit peu particulier dans cette équipe, c'est Mathieu Van Der Poel. Ici sur profil Firenze, on a été chercher un troisième maillot arc-en-ciel consécutif, avec notamment un joli travail de Koen Bouwman, futur équipier de Van Der Poel. Koen Bouwman qu'on a recruté, hein, donc voilà. On avait aussi le Regen Demirel qui nous avait pas mal aidé à aller comme ça chercher donc ce troisième titre de champion du monde. Égalisation virtuelle avec Peter Sagan qui lui en possède 3 dans la réalité. Puis alors après, il y a ce petit chemin vers le Tour de Lombardie. Moi j'aime bien des fois m'attarder sur quelques petites courses préliminaires. Alors là, on voit la Coppa dell'Emilia, voilà, quelques petites choses comme ça qui sont assez sympathiques en fin de saison. Les semi-classiques italiennes en fait. Hein. Je vais vous proposer là donc le Tour d'Émilie et également Milano-Torino avant d'aller sur le Tour de Lombardie qui sera un profil 2016. Hein. Donc petit coucou à Esteban Chavez. Donc qu'est-ce qu'il a de bien ce Tour d'Émilie, c'est que en fait il y a comme ça un circuit final sur lequel il y a une difficulté qui revient 5 fois, et enfin 4 fois, et on oui 5 fois la difficulté, et au sommet de la 5e ascension, eh bien il y a comme ça donc la ligne d'arrivée. Donc je sais pas trop si Remco est encore de taille, il n'a pas encore progressé à ce stade-là suffisamment. Primoz Roglic est là, il y a aussi le Canadien Michael Woods. Enfin bref, il y a quelques petits clients qui sont présents sur cette course. Et donc, je me décide, allez, peut-être à essayer de jouer le coup quand même pour Van Der Poel, sachant que Oman pourrait éventuellement avoir sa chance. Par contre, là, ce serait sur Milano-Torino, hein, que je réserve peut-être un petit peu pour Sam Oman. Donc, on va voir comment ça se passe. Ascension, encore une fois, de la difficulté finale. Et que va-t-il se passer? C'est la grosse question. Est-ce que Van Der Poel va réussir à rafler la mise? Eh bien non. Eh bien non, il semblerait que j'ai fait mon effort un tout petit peu trop tôt, c'est-à-dire que j'ai consommé mes gars, mes équipiers pour lancer Van Der Poel un tout petit peu trop tôt, et c'est Michael Woods qui ramasse la mise devant Primoz Roglic. Intéressante 4ème place pour Michael Matthews, là, donc bah voilà, c'est comme ça. Ensuite, il y a le Grand Prix Bruno Beghelli qui est juste derrière. Je simule, hein. J'ai mis une équipe un petit peu remaniée pour reposer mes coureurs. Et voilà, on est ensuite là encore sur cet enchaînement. J'ai pas tout joué, mais ça aurait pu être fait, hein, mais parce que voilà, je voulais quand même aussi que dans cet épisode il y ait un début de saison qui suit, etc., qu'il puisse y avoir pas mal de contenu au final. Et donc j'ai retenu que 2 courses sur 4, sur 5, même si on est un peu pointilleux, préparatoire à ce Tour de Lombardie. Donc pour ce qui est de Milano-Torino, bah, c'est toujours un petit peu la même chose, hein. Ça va se jouer sur la dernière ascension, et il faut juste se placer en fait sur la première ascension, se placer, protéger convenablement les types pour lesquels on a envie voilà, de
les privilégier, hein, tout simplement. Et donc voilà, fin de premier passage. C'est toujours très difficile, il y a des pourcentages qui sont absolument terribles, hein, dans ce final de Milano-Torino, c'est ce qui en fait une course assez marrante, même si pendant presque 200 bornes, il y a du plat, toujours du plat, et au final, cette difficulté finale, elle a beaucoup de saveur. Allez, on va essayer de mettre sur orbite Sam Omen de la meilleure manière qui soit. Donc voilà, pas non plus consommer trop rapidement. Tous les passages en rouge là, ils sont à plus de 20%, hein. C'est assez marrant. Et on va voilà faire un petit pari. À ce stade-là, il y a des roues qu'on va essayer de choisir. Et ben voilà, j'ai choisi mes roues. On peut le voir. Donc Sam Omen va-t-il réussir à s'imposer? Il y a Manu Bourkman qui est présent. On a quelques-uns des mêmes protagonistes des courses précédentes, hein, comme Primoz Roglic également. On a Simon Yates. Et là, ça joue vraiment à pas grand-chose. Pas grand-chose du tout. Et c'est au bénéfice de Sam Omen qui prend donc une jolie victoire sur Milano-Torino. Et ouais, voilà, donc il y avait quand même du monde, c'était sympa. Allons-y, je pense que c'était Sharman et pas Bourkman juste avant, hein. Désolé. Donc, que va-t-il se passer sur le Tour de Lombardie? Je rappelle que dans la partie, évidemment que Mathieu Van Der Poel est très fort et qu'il gagne un petit peu beaucoup de choses, puisqu'on est sur cette année-là, on est quand même sur déjà 4 monuments possibles, ainsi que le Tour de France, rien que ça. Et on est en difficulté extrême, hein, vous le savez. Bon, on a toujours misé sur un travail d'équipe, hein, c'est ça aussi, cette victoire sur le Tour de France ou sur les monuments, c'est aussi parce que Mathieu Van Der Poel n'est pas seul. Et sur ce Tour Lombardie, bah, ça fera pas exception. C'est évidemment d'aller chercher le 5e monument la même année, ce qui est quand même l'objectif avoué, hein, je m'en cache pas. J'essaye de faire ça. Van Der Poel est très fort. Après, profil 2016, il est un petit peu plus réservé aux grimpeurs qu'aux punchers par rapport au profil classique qu'on connaît. Et c'est vrai que de ce fait, oui, on retrouve une ascension qui était dans un Giro. Ça, je vous ai mis un petit screen là au passage. De ce fait, j'ai une interrogation en fait sur l'issue de la course. Je sais pas si Van Der Poel va être en mesure de résister au tout meilleur grimpeur, ou si, bah voilà, sur cet enchaînement qu'on aperçoit, en tout cas qui viendra après cette jolie ascension, ben, est-ce qu'il va pouvoir tenir? Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout à ce stade. Ce que je sais, c'est que si on bascule avec les meilleurs au terme de l'avant-dernière difficulté, si on considère qu'il y a une petite difficulté à quelques kilomètres de la fin, si on bascule avec les meilleurs, là on est certain de gagner. Parce que après il y a un secteur pavé montant. Mais tout le jeu, c'est de tenir jusqu'à la dernière ascension. L'avant-dernière en l'occurrence, mais en tout cas pour les vraies ascensions. Hein. L'autre c'est plutôt une côte, celle qui est à la toute fin. Voilà, donc on arrive au sommet, tout le monde est rincé. La course a été peut-être un petit peu durcie, hein. J'avoue que j'ai durci la course volontairement. Je me suis privé du coup du soutien de certains équipiers, hein. On a vu notamment Remco Evenepoel qui s'est sacrifié. En fait, j'ai fait ça pour éliminer certains punchers. Voilà, vous voyez ici Julien Alaphilippe, Pogacar, Kwiatkowski, même Teuns, hein, Dylan Teuns qui peut aussi prétendre, hein, ce type de profil. J'avoue avoir durci la course pour essayer de leur faire un petit peu lâcher le truc, hein, et pour avoir en face de moi plutôt des grimpeurs, parce que pour que la stratégie que je décrivais juste avant soit efficace, c'est-à-dire basculer avec les meilleurs et ensuite les régler sur la dernière difficulté, ben, il faut absolument qu'il n'y ait pas trop de punchers qui puissent à ce moment-là embêter Van Der Poel. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc on fait un petit peu le ménage. Il y a d'énormes pourcentages, hein. Ce sont des ascensions extraordinaires sur ce Tour de Lombardie profil 2016. C'est vraiment assez impressionnant. Il y a tout le temps du rouge. Et
notamment, on pourra dire que Nils Sinchek aura fait du très très bon boulot. J'ai mis la Dream Team hein, au niveau de mes grimpeurs. J'ai vraiment aligné tout ce que je pouvais aligner. Hein, Omen, Sinchek, même si Remco n'est pas encore très très fort à ce stade. Moi je pense qu'il le deviendra d'ici au Giro qui suivra. Parce que j'attends une progression de par l'entraînement, de par les courses aussi. On a vu que par rapport à la progression des coureurs, c'est un sujet qui est un peu délicat. Ça fait longtemps que je prépare une vidéo sur le sujet. Et en même temps, tant que j'ai pas certaines certitudes, je la publie pas. Parce que je veux encore vérifier 2-3 petits trucs. C'est pas évident d'arriver à trouver une règle générale en matière de progression des coureurs. Mais en tout cas, j'en attends une pour Remco et c'est pour ça que je lui réserve le Giro qui suivra. Allez, Van der Poel est présent à l'avant, c'est tout ce qui compte. Omen a accompli sa tâche, attention ça attaque. Et là c'est pas bon. Là c'est pas bon du tout. On va entamer de la barre. Je vous fais pas un dessin. On va bientôt tomber à 0 ou presque. Roglic et Luis Menges sont à l'avant et avec une avance difficile à reprendre. Surtout attention. Derrière cette descente, il y a encore une ascension qui peut, elle, être l'endroit sur lequel certaines attaques peuvent se produire. Valentin Madouas, notre futur coureur. D'ailleurs, c'est drôle, à la fin de cette vidéo, on l'aura dans l'équipe pour Down Under notamment. Oui, on voit donc Valentin Madouas qui est hyper présent. C'est bien, tant mieux. Il doit être bien préparé en cette fin de saison. C'est pas évident de faire face aux attaques, surtout pas chercher à contrôler spécialement, parce que une attaque à ce moment-là, moi je juge qu'elle est quasiment anticipée, elle est trop anticipée de la part de Simon Yates en l'occurrence. On va bénéficier aussi d'un énorme boulot de David Gaudu pour rester comme ça dans un groupe au sein duquel on aperçoit Bob Jungels, on aperçoit Richard Carapace. Il y a pas mal de très très bons coureurs, Primoz Roglic, cela va sans dire. Et c'est vrai que comme tout le monde ensuite va rouler dans la descente, puisque sur PCM, dès lors que vous avez une descente, s'il y a un homme échappé, tout le monde va rouler à blinde puisqu'il récupère de la barre. En gros, c'est tant que j'ai de la barre, je roule à blinde et quand j'en ai plus, je suis en défaillance. Et c'est vrai que on peut souhaiter quelques améliorations de l'IA, c'est sûr, par rapport à ça dans le prochain opus, début juin, qu'on nous annonce en tout cas, début juin prochain. Vous voyez, on a repris Simon Yates. On a repris Simon Yates sans faire, entre guillemets, le moindre effort pour Van der Poel. Et là, par contre, il va falloir jouer. Là, c'est maintenant. Attention à Bob Jungels, mais il s'est beaucoup consommé pour Carapace. On peut vraiment se demander pourquoi ça n'a pas plutôt travaillé pour Bob Jungels de la part de la De Koning Quick-Step. Bref, toujours est-il que c'est l'endroit où Van der Poel doit s'illustrer impérativement. Attaque sur secteur pavé montant. Je crois que à ce stade, il n'y a personne qui est capable de résister dans ce groupe-là, surtout dans la mesure où Bob Jungels s'est tellement consommé auparavant. Parce que lui avait encore la note sur pavé pour éventuellement essayer de résister, il n'y avait pas le punch par contre. Donc l'alliage puncher, classic man, flandrien, descendeur, n'oublions pas la note de descente de Van der Poel, va être déterminant pour aller nous assurer donc notre 5e monument de la saison. Donc voilà, réussite totale pour Van der Poel, 5 monuments, un Tour de France. Donc je suis plutôt content d'avoir changé le profil là et d'avoir mis du 2016 parce que c'était intéressant. Van der Poel avait déjà gagné l'année précédente sur profil plus classique entre guillemets, le Tour de Lombardie. Et je trouvais que c'était intéressant de le tester là sur ce profil qui est un petit peu plus réservé aux grimpeurs. Et encore une fois, voilà, moi je trouve que stratégiquement, ça n'a pas joué comme il aurait fallu du côté de Koenig Quick-Step par exemple. Après, le jeu pénalise énormément dès que vous avez comme ça un secteur pavé montant en fin de course avec tout le monde qui est quand même avec plus beaucoup de barres, quoi. C'est vrai que quand Van der Poel s'est fait ramener sans faire d'effort et qu'il se retrouve au pied de cette difficulté là,
C'est comme je vous le disais au début au début de la course, hein. C'est réglé. Voilà, l'histoire elle est réglée. Donc il y a un faux suspense autour de l'identité de celui qui pourrait être le coureur de l'année 2021 dans cette partie. Et évidemment, faux suspense parce qu'il n'y a personne en mesure de prétendre à la première place hormis Mathieu Van Der Poel. Par contre, pour le podium, voilà, moi je vous ai mis mon choix. J'estime que Emmanuel Buchmann mérite puisqu'il a gagné le Giro. Et pour sa victoire sur la Vuelta, David Gaudu le mérite également, le podium. Donc voilà, j'ai voté et on va avoir comme ça le résultat quelques jours plus tard. Et ça va correspondre à ce que j'ai pensé. Très bien, pas grand chose à dire. C'est une année vraiment parfaite hein, pour Van Der Poel. Je pense pas qu'il y ait vraiment de zone d'ombre sur son année. J'ai un petit récapitulatif là grâce à PCMCE. Et donc, allez, on demande la même en 2022. Et puis comme ça, ce sera parfait. Avec quand même un souhait par rapport à Remco Evenepoel. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment c'est presque ma raison principale pour laquelle il y a une saison 2022 dans cette partie, hormis le plaisir de continuer. C'est vraiment l'envie d'offrir à Remco un Giro qui, à mon sens, ne sera pas évident à aller chercher. Donc je vous ai fait juste une petite mention à la préparation dans cette partie, préparation de la saison 2022, sur laquelle je me suis vachement étendu dans l'épisode 28B. L'épisode 28B spécial planification où j'ai expliqué en long, en large et en travers tout ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Et là, il s'agit d'un très très bref résumé de tout ce que j'avais pu développer à ce moment-là. Dans les grandes lignes, on attendra Remco et Valentin Madouas en binôme sur Paris-Nice par exemple. Ce sera un premier objectif pour eux. Ils se rendront également ensuite du côté du Giro avec quelques soutiens assez conséquents de type Kemna, de type Sinchek. Donc normalement on devrait avoir une équipe compétitive, surtout si je vous dis Remco progresse d'ici là. Alors, surtout là je suis sur Mathieu Van Der Poel, mais pour Van Der Poel je vais pas tout réinventer, pas faire quelque chose d'excentrique. La seule excentricité que j'aurais pu proposer, ça aurait été d'essayer de lui faire gagner un Giro. Mais à partir du moment où finalement ça a été le projet pour Remco Evenepoel, pas besoin de commencer à aligner Van Der Poel sur le Giro également, ça aurait été une hérésie. En plus, ça aurait mis en danger sa période de classique, alors que quelque part, il est encore dans une chasse potentielle au nombre de monuments, au nombre de classiques gagnés. Il y a par exemple des tout petits records, mais qu'on peut espérer aller chercher avec lui. Voilà, je suis dans cette optique-là, ça peut se discuter. Et donc là, voilà, ça c'est l'ajustement de la courbe pour Remco. Donc avec un vrai premier pic, hein, il ira même sur Down Under, hein, Remco Evenepoel. On le verra tout à l'heure. Donc un vrai premier pic pour Remco sur Paris-Nice, mais je veux que ce soit un pic finissant et pas un pic qui se déclenche juste avant Paris-Nice. Ça m'embêterait beaucoup pour la préparation du Giro, parce que je veux que ce Giro ne soit pas raté et je veux pouvoir compter sur beaucoup de très bonnes formes du jour. C'est pour ça que j'ai besoin du pic de forme. Voilà, c'est tout simple. C'est toujours pareil. Dès lors qu'on se retrouve avec un coureur qui est quand même pas favori, vous en conviendrez avec ses notes, il sera pas favori du Giro, hein. Et qu'en plus de cela, on a une équipe qui est correcte autour, hein, une équipe très correcte, mais pas non plus une équipe démente. Bah, fatalement, il va falloir ruser. Et ruser, ça passe notamment par l'obtention de très bonnes formes du jour. Et pour avoir ces formes du jour, je n'ai pas le choix. Il me faut absolument un pic de forme, et même à la limite, si je veux en rajouter une couche, essayer de prendre le maillot rose le plus vite possible pour renforcer encore les probabilités d'avoir de très bonnes formes du jour. Donc, les objectifs du sponsor ont été donnés. On devra quand même assurer deux petits résultats là sur Omloop Folk en fin d'épisode et Kuurne Bruxelles Kuurne.
Et après, on rentrera quand même dans le vif du sujet dans l'épisode 29 pour Tirreno. Voilà, parce que Tirreno est très, très important. Tirreno, gros objectif, j'enverrai Van Der Poel. Et pendant ce temps, Remco sera sur Paris-Nice. Donc, période assez intéressante qui suivra à ce moment-là. Mais on commence, avant de se projeter aussi loin, on commence par un tour Down Under, donc sur lequel, sans pic de forme, Remco Evenepoel et Valentin Madouas sont co-leaders, on peut le dire, hein, co-leaders sur ce tour-là. Après, il y a les petits jeunes Onclin et Guénaud, qu'on avait vu notamment pu découvrir, on va dire, dans cette série de vidéos sur le Giro qui avait précédé, voilà. Et j'ai quelques petits coureurs aussi assez intéressants. On voit que Peter Sagan s'est fait damer le pion là, sur la première étape par Dylan Groenewegen, qui est un movie star. Hein. Ça aussi, quand on passe d'une partie à l'autre, c'est un peu déconcertant. On voit un coureur qui est sous pavillon, un tel, un autre, bon bref. Donc là, dans cet environnement-là, Movistar possède un sprinter de top mondial. Et il y a une petite particularité en cette année 2022 dans le peloton, c'est que le jeu a fait disparaître De Koning Quick-Step au profit d'une reprise par le sponsor Sforza. Et donc là, il va se passer un truc important, je reparlerai de Sforza juste après. Donc c'est ce cuissard vert hein, qu'on voit, avec un maillot distinctif par contre pour Sagan. Regardez, départ des sprinters, jusque là on est dans la logique PCM, hein, logique totalement habituelle pour Pro Cycling Manager, que ce départ des sprinters. Et que va-t-il se passer? C'est qu'en fait, victoire de Sagan, très bien devant Halvorsen notamment, ok, parfait. Les meilleurs sont devant. On voit Christophe qui avait servi de lanceur à Sagan. Voilà, donc là vous dites, bah c'est bon, pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il va se passer un truc? Bah, c'est ces petites 30 et quelques secondes là, dont on a été crédité, on a été pénalisé de 33 secondes ou quelque chose du style, pour offrir du coup quasiment le tour d'un under sur un plateau à Peter Sagan dès l'étape 2, puisqu'avec une telle avance sur les difficultés qui sont celles de Down Under, on peut quasiment pas reprendre ce temps-là. Hein. Le seul qui pourrait lui reprendre ce temps-là, c'est Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui est présent, mais Julien Alaphilippe est dans la même équipe en fait que Peter Sagan, et notamment là on a vu aussi Alexander Christophe, cette fameuse équipe Sforza. Je trouvais que le jeu qui fait disparaître De Koning Quick-Step, ça me plaît moyen. Du coup, j'ai fait un petit truc entre les étapes 2 et 3, c'est que j'ai mis finalement un maillot De Koning Quick-Step quand même à cette équipe-là, parce que pour moi c'était trop choquant. J'ai toujours du mal à m'y faire. Hein. Si je vois Julien Alaphilippe qui n'est pas avec un maillot De Koning Quick-Step, je suis perdu. Cette étape 3 elle est très intéressante. Cette étape 3 est très intéressante. Donc voilà, un maillot De Koning Quick-Step pour Sagan, Alaphilippe et compagnie. L'étape 3, c'est probablement la plus belle étape. Pourtant, elle n'en a pas l'air comme ça. Hein. C'est probablement la plus belle étape et aussi la plus difficile de ce Tour Down Under là, qui évidemment à l'étape 6 terminera au sommet de Willunga Hill comme on en a l'habitude. Mais elle est vraiment belle cette étape 3 parce que elle est très difficile avec ses enchaînements très vallonnés. Ça fait penser un peu, vous savez, ces étapes de transition qu'on peut avoir parfois sur le Tour de France quand le Tour de France traverse le centre de la France, sur certaines étapes très très difficiles sur lesquelles ça termine à très très peu nombreux parmi les favoris. Ben, elle était un peu à cette image-là. On voit Bernal là, qui démarre. Oui, parce que Egan Bernal est là, hein, attention, il y a du monde, hein. Il y a du gros monde sur ce Tour Down Under. Julien Alaphilippe qui a profité du très bon travail de Valentin Madouas, qui du coup se recale dans sa roue. Attention à Peter Sagan qui va sprinter, mais Julien Alaphilippe est encore plus fort sur ce type de profil. Et j'ai la satisfaction quand même d'aller prendre une jolie deuxième place pour Valentin Madouas, qui va notamment lui permettre de se situer au classement général de manière assez avantageuse. Regardez, il est podium à ce stade-là, même si bon, voilà, l'avance de Sagan elle est un peu tronquée par ce qui s'est passé sur l'étape 2, puisqu'un écart a été comptabilisé, alors qu'honnêtement,
ne devait pas l'être, quoi. Hein. C'est un pur bug, hein, quelque part, mais bon, acceptons-le, ça fait partie. Et là, c'est dommage parce que sur cette étape 4, au moment où je voulais lancer mon train, et oui, pas de bol, j'ai le jeune Guénaud, Corentin Guénaud, qui est tombé. Et il devait être une part importante de mon train pour le mettre sur orbite Valentin Madouas, puisque cette arrivée de l'étape 4 se passe après une descente qui suit une côte de presque 3 km, donc gérable avec gros durcissement, avant de dire à Madouas, vas-y mon gars, c'est à toi de jouer. Il faut quand même qu'à un moment donné le gars fasse le boulot lui-même, une fois qu'il a été mis en situation. Regardez son retour magnifique de Julien Alaphilippe, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il est trop fort. Il est trop fort, Julien. Et on est déjà content de l'accompagner. En plus, il attaque dans la descente. Valentin Madouas va faire tout ce qu'il peut pour s'accrocher. Il y a une échappée qui est bien partie pour se partager, en tout cas se disputer la victoire d'étape. Vous les apercevez juste devant, voilà. L'échappée est arrivée juste avant un groupe de favoris. Eh ben tiens, d'autres favoris avec notamment Peter Sagan qui du coup ne perd aucun temps. D'autres favoris ont finalement limité les dégâts et il n'y aura aucun écart comptabilisé entre favoris sur cette étape-là. Donc statu quo au classement, on est toujours dans cette situation où Valentin Madouas tient le podium avec quand même devant lui deux monstres. Hein, et puis d'ailleurs derrière il y a quelques petits monstres aussi. Et du coup, à l'étape 5, qui est plutôt a priori une étape pour les sprinters, hein, j'ai choisi d'envoyer le petit Anklin, Dieter Anklin, le petit belge régène, ainsi que Corentin Guénaud, l'autre régène, mais français celui-ci. Donc mes petits régènes qui ont pas mal de retard, surtout enclin au classement général, peuvent comme ça essayer d'aller chercher une hypothétique victoire d'étape. Hypothétique parce que malgré une forme du jour pas négative, Guénaud ne va pas arriver vraiment à faire la différence. C'est un peu dommage, mais même vis-à-vis des compagnons d'échappée, je veux dire. Et au final, c'est Onklin qui était resté à l'abri, qui va pouvoir sprinter et aller chercher une place un petit peu plus glorieuse que son collègue. Donc, légère mini frustration, le peloton qui revient in extremis. Donc, il n'y a pas d'écart comptabilisé. On n'est pas allé la chercher. On n'est pas allé la prendre, cette victoire d'étape qui aurait donné un autre relief à ce tour d'un under pour donner un petit peu plus de satisfaction. Ben non, ce sera pas le cas. La dernière occasion, c'est sur l'étape 6, donc avec arrivée double passage à Willunga Hill et arrivée sur la fin de la deuxième ascension. Donc toujours intéressant à négocier. Rester à l'avant sur la première ascension, ne pas non plus chercher à être aux avant-postes parce que c'est beaucoup trop tôt, et par contre peut-être se positionner, là on voit que je constitue un train pour aborder la deuxième ascension, donc là oui par contre, il faut être devant. On aperçoit Egan Bernal, tiens, Björg Lambrecht, je l'ai laissé dans la partie, qui ici est aussi en bataille pour les meilleures places. Julien Alaphilippe va commencer à faire son effort. Waouh! Quand Julien Alaphilippe commence à pousser un petit peu son effort, ça fait super mal. Bernal aussi était très très bien sur cette ascension, et donc le duo gagnant, Alaphilippe, Bernal. Et on voit quand même que Peter Sagan ne concédera pas de temps, il va concéder une bonif, ou très peu de temps, en tout cas 13 petites secondes, ce qui veut dire que le général final, il est pour Peter Sagan, et oui. Et vous avez vu, j'ai mis un petit Sforza Quick Step quand même, comme j'ai collé un maillot Quick Step, je me suis dit que c'était quand même la moindre des choses, j'ai laissé Sforza, je dirais ça un de ces jours, remettre de Quick Step, mais c'est anecdotique. Ce qui compte, c'est que cette équipe, elle sera très très forte par la suite, notamment sur les classiques. Alors il y a une course sur laquelle cette équipe Sforza Quickstep devrait être juste injouable. C'est pas la Cadel Evans classique qu'on aborde là, pour laquelle j'ai prévu un résumé assez court au final parce que c'est dommage, mais cette classique est délaissée un petit peu par le jeu.
il n'y envoie pas d'excellents coureurs. C'est bien regrettable, puisque j'avais choisi en plus un profil qui est plutôt sympa, un profil de la World DB, pour cette classique Cadel Evans. Et bah ouais, c'est dommage. Alors, nous, évidemment, on fait le boulot. Hein. On aperçoit Meskek qui, par exemple, s'annonce dans le final être comme le principal opposant à nos coureurs. Ça va se terminer un peu comme on n'aime pas trop que ça se termine, mais en même temps, bah, on a fait la course qu'il fallait. On a fait la course qu'il fallait. Remco a travaillé sur le final et va offrir comme ça la victoire à Valentin Madouas qui claque sa première victoire en World Tour avec nous. Donc très content pour lui. C'est aussi pour ça que je l'ai fait venir. C'est pas seulement pour jouer à l'équipier de luxe par moment, c'est pour claquer quelques victoires. Et dès qu'on pourra, on lui en donnera. Et puis là, c'est déjà une avance sur le prochain Giro hein, que j'ai fait là, puisque normalement sur le Giro, c'est Remco qui sera le leader. Hein, très clairement, je pense que on l'a compris. Après, j'ai simulé le Tour des Émirats Arabes Unis, non pas que je n'aime pas le courir, mais j'avais envie d'avancer un petit peu plus rapidement. Voilà, c'est juste comme ça. On a vu que sur le contre-la-montre par équipe initiale, on n'avait pas été ridicule, ce qui fait que nos coureurs occupent comme ça quelques places assez flatteuses au classement, à l'heure d'aborder une étape 3 sur laquelle l'arrivée au sommet devrait déjà faire une première décision. Ça a été le cas, on a vu qu'il y a notamment un drôle de grimpeur nommé Rivera qui fait des miracles. Il a 84 en montagne, c'est un régène bien sûr. Je l'avais repéré pour être franc, mais j'ai surtout pas voulu, c'est un costaricien en plus, ça n'avait pas vraiment de sens au niveau de nos territoires à nous. Je voulais pas le recruter, j'avais vu cette note là, je trouve presque que le 84 en montagne, il devrait presque pas avoir lieu parce que au final, c'est comme le 85 de Bernal dans la partie avec Astana, mais en même temps c'est Bernal. Alors que là, vous voyez débarquer un jeune Régène qui est déjà à 84, alors qu'il a, je pense même pas qu'il ait 24 ans hein, de mémoire. Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Simulation de l'étape décisive, la 5e, pour voir que Nils Sinchek, à un certain degré, et Valentin Madouas aussi, hein, auront vraiment fait un très bon tour des Émirats, avec podium pour le premier, top 5 pour le deuxième. Honnêtement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Je regrette pas de pas l'avoir joué, je pense pas que j'aurais fait mieux en fait. Et parfois, peut-être même j'aurais fait pire, qui sait. Toujours est-il que on aborde maintenant l'une des deux dernières courses que je vais vous montrer dans cet épisode-là, c'est le Omloop Het Folk. Et donc, c'est la reprise de contact avec notre champion du monde, Mathieu Van Der Poel, qui est un peu malade. Malheureusement, j'ai eu un petit souci de santé avec Van Der Poel, qui n'est pas malade, faut être précis, le jeu signale des contusions à l'avant-bras, plaie à l'avant-bras, manifestement, donc il avait subi une chute dans une course de préparation, hein, et du coup il se retrouve un petit peu amoindri. Alors amoindri dans le mur de Gramont, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que je voulais bosser pour Van Baarle au moment où ce pauvre Van Baarle crève. Et donc je me retrouve à devoir changer mon fusil d'épaule. Il y a personne qui a vraiment suivi dignement, j'ai envie de dire. Du coup, on va surveiller Michał Kwiatkowski avec la roue, en prenant la roue avec Sénéchal par exemple. On a Dylan Van Baarle qui comme ça se retrouve dans un groupe avec Jürgen Rolands. Très bon client celui-là, hein, parce que en général généreux dans l'effort hein, sur PCM Rolands. Et en l'occurrence, voilà, moi je prends la roue. Hein. Je prends la roue, je m'enquiquine pas. Van Der Poel, il a construit une avance assez considérable dans le Bosberg aussi, qui avait suivi le mur de Gramont. Et du coup, ça va être une victoire en solitaire sur un Omloop. On va pas trop insister sur cette victoire pour la bonne et simple raison que l'adversité, je trouve, n'était pas assez importante. Et pourtant, j'avais remonté le prestige grâce à Fast Editor, parce que je voulais essayer d'avoir un bon plateau sur ce Omloop Het Folk, une très belle course en fait a priori.
et qui du coup va se retrouver un peu amputé de concurrence, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Record all-time pour Vanderpool sur Homeloop. 4ème, personne n'avait gagné ça avant. Sympa, ça peut être une saison en fait où Vanderpool peut faire tomber certains records. On va créer certains records en fait, puisqu'il en a largement la possibilité. Il souffre encore là, le pauvre, il souffre encore de ces contusions à l'avant-bras au moment, le lendemain, de jouer Bruxelles-Kurn. Et autant le sponsor voulait une victoire sur Homeloop, autant à Kurn, le sponsor ne demande que le top 5. Après, vous connaissez, s'il y a moyen de la prendre, on va la prendre. Et autant, on est dans le vieux Quarmont, il y a un passage au vieux Quarmont, mais c'est très très loin de la ligne d'arrivée, donc c'est absolument pas déterminant. On va essayer de faire une razzia évidemment avec Vanderpool. Je vais essayer de gagner ce que je peux. Après, si je vois à un moment donné une opportunité pour faire triompher Van Baarle ou Galopin, ou Nieuwenhuis, etc., là on se gênera pas. On se gênera pas pour partager. Mais après, entre perdre et voir Vanderpool gagner, mon choix est vite fait. Tant pis, hein, on a un mutant, il faut l'assumer. Et ce mutant, bah oui, il gagne des courses, il en gagne peut-être même beaucoup. Mais voilà, c'est un jeu. N'oublions jamais que c'est un jeu, on s'amuse. Et, et voilà, tout simplement. Donc, victoire de Vanderpool, mais d'un souffle, hein, contre Alexander Kristoff. J'avais beaucoup durci la fin de course, ce qui fait que le sprint a été réduit finalement à une poignée de spécialistes, et d'autres ont été... pour ainsi dire éliminé en fait hein, du sprint, donc j'avais beaucoup durci, c'était intéressant. Fin de course, en tout cas positif pour Vanderpool qui prend 2 victoires cette fin d'épisode. Et bah voilà, dès le prochain épisode, là le 29, on va être sur les Strade Bianche, on va être sur Paris, on va être sur Tirreno Adriatico. Tout ça en remerciant vivement Anthony, dont on voit l'adaptation qu'il m'a faite du maillot de champion du monde avec cuissard blanc Alpecin Phoenix. Merci à toi Anthony. Tu vas voir du Sunweb aussi dans pas longtemps. Anthony il a bossé sur Sunweb, sur les maillots aussi. Je le remercierai jamais assez. Je vous dis à tous, surtout à très bientôt. Mais voilà, la seule chose qui compte à ce stade-là, c'est la vie, c'est la santé. Et donc je vous souhaite une bonne santé à vous, ainsi qu'à tous vos proches. Je vous dis à très vite pour d'autres petits divertissements modestement proposés par ma personne. Bye bye.